Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un mercredi rouge sur les marchés mondiaux, une correction généralisée sur toutes les classes d'actifs ou quasiment les matières premières, les marchés actions, même le marché obligataire corrige un peu, puisqu'on voit des taux qui restent fermes, voire qui se sont encore un peu tendus pour les taux longs américains ou européens au cours de cette séance. Il n'y a pas de refuge pour les investisseurs et certainement pas dans le complexe crypto qui se crache comme jamais. Le pire crash depuis le sell-off généralisé de mars 2020 avec des baisses de 30-40% sur certaines crypto-vedettes. Le Bitcoin est tombé jusqu'à 30 000 $ avant de réagir et de tenter de rebondir au moment où on se parle. L'Ether a plongé de 40% au cours de cette séance. Bref, c'est très compliqué sur le complexe des cryptos actifs aujourd'hui et c'est une séance rouge pour les indices européens bien sûr. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Notez quand même que le CAC ne revient pas sur les points bas qu'on a touchés la semaine dernière. On était tombé à 6150 points avant de rebondir. Le CAC qui clôture ce soir au-delà des 6260 points en baisse d'1,4%. Les marchés attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Des minutes importantes quand même dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed les 15 et 16 juin prochains, puisqu'on sait que le débat sur l'inflation monte, que les positions au sein de la Fed ne sont pas forcément toutes les mêmes et ce sera donc important pour les investisseurs de mieux comprendre peut-être la teneur et l'ampleur des débats qui animent la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, quand bien même dire que les têtes d'affiche, Jérôme Powell ou encore Williams et Clarida, qui sont vraiment le trio de têtes de la Fed, estiment que pour l'instant, il est urgent de rester patient, de voir les chiffres les yeux dans les yeux et que l'inflation a toujours, selon eux, un caractère transitoire, ce qui reste un argument très fort pour une Fed en retard, toujours en retard, encore plus en retard peut-être, estiment certains, mais c'est un sujet évidemment très important pour les marchés aujourd'hui. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. On parlera ce soir d'un thème d'investissement développé récemment par les équipes d'Edmond Rothschild Asset Management, le thème du capital humain. Et c'est Aymeric Gastaldi, gérant action internationale chez Edram, qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau pour développer cette thèse d'investissement. Mercredi rouge donc sur les marchés, sur toutes les classes d'actifs. Le point après la clôture en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, quelques heures avant la publication des minutes de la Fed. L'indice parisien perd 1,43% à 6262 points. Les minutes de la Fed donc qui seront scrutées de près par les investisseurs au terme de plusieurs séances marquées sur les marchés occidentaux par des craintes inflationnistes aux États-Unis à la suite de la publication de l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril la semaine dernière qui progresse de 4,2% sur un an aux États-Unis. Donc les investisseurs qui chercheront dans les minutes de la Fed des mention d'une potentielle réduction du soutien monétaire de la Fed à l'économie américaine ou en tout cas des mentions d'un début de réflexion amorcée sur le sujet, même si Jérôme Powell a tenté lors de ses dernières prises de parole de rassurer les investisseurs en expliquant que le sujet d'un éventuel tapering n'avait pas été débattu lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Sur le sujet également, le vice-président de la Fed, Richard Clarida, en a d'ailleurs remis une couche aujourd'hui en expliquant que selon lui, l'inflation n'est que temporaire. Richard Clarida qui a tout de même voulu se montrer rassurant et a également averti que la Fed se tenait tout de même prête à agir si les anticipations d'inflation progressent trop fortement. On note d'ailleurs que dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis recule légèrement ce soir et revient aux alentours des 1,63% après avoir atteint en milieu de matinée 1,65%. Et autre sujet qui a agité une partie des investisseurs aujourd'hui, il s'agit des crypto-monnaies. Le Bitcoin, tout d'abord, est passé sous la barre symbolique des 40 000 $ aujourd'hui pour même s'approcher des 30 500 avant de se reprendre et de revenir aux alentours des 37 000 actuellement, ou en tout cas à l'heure de la clôture du marché parisien. Un mouvement partagé par d'autres crypto-monnaies dans son sillage et notamment l'Ethereum, en cause l'annonce de Tesla de ne plus accepter les paiements en Bitcoin il y a une semaine au titre que la monnaie serait trop polluante, mais aussi les
réticence affichée ce matin du gouvernement chinois, deuxième économie mondiale, rappelons-le, réticence sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. On note que l'Ethereum est ce soir aux alentours des 2780 $, soit 35% de moins qu'il y a 5 jours. Du côté des valeurs, à présent à suivre à Paris, on note que JC Decaux faisait le point hier soir après la clôture sur ses résultats trimestriels. JC Decaux qui indique s'attendre à une croissance de plus de 60% de son chiffre d'affaires organique ajusté au deuxième trimestre. Un chiffre d'affaires qui viendra compenser le recul de près de 35% de chiffre d'affaires au premier trimestre. Un repli donc sur ce premier trimestre qui reste moins fort que prévu pour JC Decaux grâce à la reprise d'une partie de ses activités en Chine notamment. En ce qui concerne le mariage en projet des groupes M6 et TF1, les investisseurs ont pu découvrir ce matin une déclaration du PDG de TF1 qui annonçait que le gouvernement français accueillerait favorablement le projet. Gilles Pélisson qui a cependant mis en garde sur le fait qu'un tel projet ne pouvait se faire en se séparant des deux chaînes phares, donc TF1 ou M6, et que si jamais une demande venait à être formulée en ce sens de la part de l'autorité de la concurrence ou du CSA, cela viendrait à tuer le projet en lui-même. Pour rappel, la fusion de TF1 et de M6 a pour but de donner naissance à une nouvelle entité où Bouygues, l'actionnaire de TF1, serait majoritaire à 30%, tandis que Bertelsmann, l'actionnaire majoritaire de M6, serait lui actionnaire à 16% de la nouvelle entité, tandis que les 54 autres pourcents resteraient eux cotés en bourse. On note également ce soir à Paris toujours que Solution 30, dont la cotation est toujours suspendue, verra sa cotation reprendre le 21 mai, soit dans 2 jours. En ce qui concerne les déboires de Solution 30, l'AMF lui a demandé de publier sans délai le rapport d'audit sur ses comptes. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront les chiffres hebdomadaires du chômage aux États-Unis, mais aussi les indicateurs économiques avancés pour le mois d'avril aux États-Unis toujours. Les investisseurs qui suivront également l'intervention de Christine Lagarde qui prendra la parole lors d'un forum économique à Vienne. Et du côté des valeurs, on en parlait il y a un instant, c'est Bouygues qui publiera ses résultats du premier trimestre. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements compliqués de la planète marché aujourd'hui. Nathalie Pelleras est en plateau avec nous ce soir, DG de 4Point.CM. Bonsoir et bienvenue Nathalie. Bonsoir. À vos côtés, Virginie Robert, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et par téléphone, nous accueillons Xavier Patrolin qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Xavier. Merci beaucoup d'être à distance avec nous. Le président d'Albatros Capital. Commentaire libre sur la séance du jour. J'ai plein de questions évidemment, mais c'est vrai que c'est une séance de correction généralisée. Toutes classes d'actifs confondues. Il n'y a pas ou peu de refuge pour les investisseurs. Je le disais en introduction, certainement pas dans le complexe crypto qui se prend une claque comme jamais on a vu depuis plus d'un an maintenant. Des baisses de 30-40%, c'est quand même majeur sur le Bitcoin et les autres crypto-vedettes. Bon, qu'est-ce qui se passe C'est la question un peu évidente à ce stade. Nathalie. En fait, il faut dissocier les deux. Ce qui se passe sur les crypto-monnaies, sur les crypto-actifs, et ce qui se passe sur les marchés actions, ça n'a pas du tout les mêmes, il n'y a pas du tout les mêmes motifs et ça n'a pas du tout les mêmes impacts. 2 mots sur les cryptos. Personne s'offensait du fait que ça pouvait monter de 30-40% ou parce que c'est normal. À partir du moment où on ne sait pas à quoi réellement ça peut servir, on ne sait pas comment les valoriser, on ne sait pas lesquels continueront à vivre demain. Si on se posait la même question sur une société, on n'achète pas, on dit ça vaut 0 parce qu'on ne sait pas donner une valeur négative. Donc la volatilité c'est intrinsèque à la caractéristique au de business ce produit. Model, en fait, de ces cryptos. On ne sait pas ce que ça peut apporter. Ceux qui parlent du côté énergivore et qu'on parle en disant oui, mais c'est pas si énergivore que ça parce que globalement la sidérurgie, oui, mais avec la sidérurgie, ça sert à fabriquer quelque chose. Et donc là, on n'a pas ces métriques-là. Pour autant, je peux pas dire est-ce que demain ça vaudra 100 000, j'en sais rien. Mais cette volatilité, elle est liée à cet inconnu. Et cet inconnu, elle fait que peut-être que demain ça remontera, mais peut-être que ça continuera à baisser parce qu'on n'a pas de référent de valorisation. Alors que sur les marchés actions, on est vraiment sur une fébrilité qui est liée à un contexte un peu schizophrène entre la microéconomie
où les publications des résultats ont été excellentes, avec des révisions à la hausse. Alors évidemment, on peut dire excellente par rapport à une base de comparaison 2020. Non, mais même en rythme de croissance, et même en reprenant, il y a certaines qui arrivent même à revenir au-dessus de ce qu'elles avaient publié pour 2019. Donc en fait, c'est une vraie tendance de croissance, des révisions à la hausse. Donc le contexte microéconomique, il est bon pour tout le monde en plus. C'est-à-dire il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de secteur délaissé. C'est pas, il y a des secteurs qui vont bien et d'autres qui vont moins bien. Tout le monde est en rattrapage, plus ou moins fort. Et puis la macro, sur lequel on est là tous les jours, toutes les 2 minutes, poser la question inflation, plein inflation, hausse des taux, pas hausse des taux. Et donc il y a une espèce de fébrilité. Et quel est le point commun en fait? C'est le niveau de valorisation du marché. C'est que est-ce qu'on se pose la question, est-ce que la croissance de demain va être suffisante pour absorber cette inflation, que cette inflation soit positive, pour absorber une hausse des taux, malgré le niveau de valorisation. Et inversement, c'est la même chose qui se passe sur les actions. Donc je pense que les marchés, ils sont très volatiles, mais c'est assez sain, les motifs de cette volatilité, parce qu'il y a ce débat. Aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse. Ouais. Ce questionnement, vous le comprenez? D'ailleurs, comment vous le formulez, Virginie? Le cycle est tellement déformé par la pandémie que la question de savoir à quel stade du cycle on est, elle n'est pas évidente. On ne peut pas répondre à ça. Elle n'est pas évidente. Et même les banquiers centraux ne savent pas répondre. Ouais. Donc nous, on aura un peu plus de mal, je pense. Non, moi, je pense que ce qui est sain dans ces journées où finalement, c'est que tout baisse. Voilà. Parce que, oui, mais depuis 6 mois, on a ces rotations sectorielles. Moi, j'ai toujours eu le sentiment... Enfin, nous pensons qu'on est allé un peu loin dans ce découplage et dans cette lecture, comme le disait Nathalie, très macro, en fait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que le marché... Et d'ailleurs, les résultats, effectivement, ils étaient très bons, mais le marché... j'allais dire presque pas d'impact, impact global. Bah si, même des réactions de marché négatives, même sur les résultats, on peut le dire, Virginie. Mais finalement, ce qui a pris le pas dans l'évolution des marchés, c'est quand même le momentum sur des secteurs, d'où cette rotation sectorielle. Et bon, donc fallait tout lâcher, parce que s'il y a de l'inflation, effectivement, il ne faut pas avoir de techno, c'est ce qui est soi-disant dans les bouquins. Et il faut avoir de l'automobile et des banques, voilà, et des materials. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, le marché est en train de se dire, mais attention, on a peut-être laissé passer un peu de rationalité sur la qualité, justement, de ce qui est dans ce marché. Et donc, il y a le sujet de l'inflation. Il y a le sujet de l'inflation. Comment va dériver cette inflation? Parce que, comme on le sait, l'inflation, tant qu'il y a de la croissance, forte croissance associée, ne pose pas de problème. Le problème, c'est si la croissance cale. Et on a eu des chiffres la semaine dernière qui n'étaient pas formidables. Vous pensez sur à quoi, Virginie? Les ventes au détail. On a eu les chiffres de l'emploi qui n'étaient pas 10, bons. Oui, mais bon, on sent que il peut y avoir un peu de questionnement, et finalement, le marché est en train de se dire « Oh là là, mais est-ce qu'on n'a pas été trop loin ?» Et donc, il y a toutes ces interrogations. Il y a pour vous un doute sur la croissance aujourd'hui, et notamment sur la partie américaine? Oui, sur la partie américaine, oui, parce qu'il y a de plus en plus d'opérateurs. Je me disais, s'il y a un endroit où on n'a pas de doute sur la croissance des prochains trimestres, c'est les États-Unis. Ah oui? Oui, parce que la croissance, il faut en avoir les moyens. Alors, on a les moyens parce qu'on a injecté, effectivement, et on injecte, les banquiers centraux, puis la politique budgétaire fait qu'il y a beaucoup d'injections. Mais est-ce que le tissu économique est préparé pour bien gérer cette croissance? Vous savez, c'est comme quand vous avez une société, on se dit, elle a une super croissance, mais elle n'arrive pas à gérer sa croissance. Ça arrive, ça aussi. Il y a des gens qui ne savent pas gérer la croissance. Et donc, si... qu'on décide demain de réparer tous les ponts, encore faut-il qu'il y ait une société pour réparer les ponts. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu schématique, mais la croissance, il faut quand même la suivre et qu'elle soit accompagnée, organisée, structurée. Et je pense que là, il y a un peu de questionnement et les gens commencent à se dire, mais est-ce que la croissance va être aussi fantastique que ça? Vous dites à un moment, les corporates américains ne pourra pas suivre le rythme et les ambitions de Joe Biden? Parce que l'impulsion politique, elle est quand même très forte. Vous avez vu les prix des matières premières? Oui. Bon, alors là, on se dit, alors où est-ce qu'on va? Alors, on monte au ciel, si vous prenez tous les materials, il y a un moment donné, les entreprises vont se dire, oh là là, mais moi, il va falloir que je passe mes hausses de prix. Je ne vais pas pouvoir, finalement, pas autant, parce que tout le monde n'a pas du pricing power. Je vais réduire mes marges. Et aujourd'hui, quand je vais embaucher, je n'arrive pas à embaucher.
Alors c'est bien de la croissance, mais il faut pouvoir embaucher, il faut que donc ça demande un peu de temps. Je pense que là il y a des questionnements parce que oui, les choses ne se font pas du jour au lendemain et c'est pas parce que on sort d'une crise effectivement très importante. On peut pas dire sans précédent, mais quand même très particulière. On peut imaginer que le monde de 2021-2022 sera 2 fois mieux que le monde de 2019. Et ça, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, je crois qu'il y a ces inquiétudes qui sont légitimes et on n'aura pas de réponse tout de suite, pas dans les semaines à venir. Non. Donc, il va y avoir quelques mois de questionnement, d'interrogation et de doute. Ouais, donc c'est une phase de marché, un peu une séquence de transition, là, vous dites, en fait, avant d'avoir peut-être des réponses plus catégoriques aux de trouver des directions plus fermes. Ouais. Xavier Patrolin, je veux bien qu'on revienne quand même à la séance du jour, ou la séquence du moment sur les marchés. Correction généralisée, il n'y a pas de refuge, les marchés obligataires sont délaissés également par les investisseurs, et je ne parle même pas du complexe crypto. Est-ce qu'il y a des éléments d'explication particuliers qu'on peut mettre en avant, Xavier? C'est simplement un soubresaut de marché comme il en arrive régulièrement, ou est-ce que c'est un peu plus fort comme signal? Non, le signal m'apparaît un peu plus fort. Sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, je pense que là, c'est le bulbe du tulipe qui est en train d'exploser en plein vol. Le bulbe du tulipe, évidemment, je fais allusion à la spéculation du XVIIIe siècle aux Pays-Bas. Là, c'était l'un des indicateurs de l'euphorie financière qui régnait depuis septembre de l'année dernière, depuis le discours de Jackson Hole qu'avait prononcé Jérôme Powell, quel point d'accélération du Bitcoin, avec un argumentaire à la clé qui consistait à dire que les banques centrales allaient injecter, et la Fédérale Réserve allait injecter énormément de monnaie, que ça allait entraîner une perte de valeur et que, tout l'argumentaire qui était rattaché, l'argumentaire commercial qui était rattaché. Donc là, je pense que ça explose. La bulle éclate, on en mesurera les conséquences ultérieurement, puisque je pense qu'il doit commencer à y avoir du sang sur les murs, en tout cas notamment sur des clientèles particulières, mais peut-être même que certains institutionnels qui ont mis un doigt en termes d'allocation sur ce type d'actifs spéculatifs vont peut-être changer leur fusil d'épaule. Donc ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est que effectivement, l'enchaînement des publications d'il y a quasiment maintenant 2 semaines, à la fois d'un chiffre de l'emploi américain très décevant et d'un chiffre d'inflation surprenant dans son ampleur. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit révisé à la hausse, mais pas dans cette dimension-là, a introduit un doute sur le pilotage monétaire de la Banque centrale. C'est-à-dire que de plus en plus d'intervenants pensent que la Banque centrale, la Fédérale Réserve, est, comme disent les anglo-saxons, behind the curve, et qu'elle va devoir y rester par allégeance politique au programme de Joe Biden, qui n'est pas tant un programme économique, il a une dimension évidemment éminemment économique, mais qui a un programme social. Et on sait par le passé, en général, que lorsque la politique monétaire et la politique budgétaire sont orientées strictement dans le même sens, et au fond qu'elles ne jouent pas un rôle de régulation l'une vis-à-vis de l'autre, que ça crée des crises économiques et des crises financières. Et donc ça, je pense que c'est un lent poison qui est en train de percoler, et avec une interrogation qui va se poser sur le dollar. Alors pour l'instant, le dollar n'est pas dans une séquence baissière massive. On a vu quand même sur ces derniers jours qu'il avait commencé à déraper. Ouais. Et je pense que cette inquiétude pourrait amener à se prolonger. Et donc la vraie question, notamment au travers des minutes ce soir de la Fédérale Réserve, c'est de savoir quel est le débat à l'intérieur des membres du board de la Fédérale Réserve sur justement le pilotage. Est-ce qu'au fond, il y a un consensus ? Quelques différences, mais il y a un consensus sur ce que nous dit Joe Biden, ou est-ce que Joe Biden commence à être un peu seul? Alors évidemment, il y a 2-3 gouverneurs qui le soutiennent, mais s'il commence à être esselé... Xavier, Pardon? Oui, Jérôme Powell.
Jérôme Powell, pardon, j'ai dit Joe Biden, pardon, Jérôme Powell, il commence à, je confonds, c'est la fin d'après-midi, je commence à être un peu, est-ce que Jérôme Powell commence à être un peu esselé dans au fond, est-ce que sa communication est bien synchrone avec ce que ressent le Conseil des gouverneurs, et c'est ça qui est le point important pour les marchés, parce qu'au fond derrière tout ça il y a la qualité de la politique monétaire mise en œuvre, et il y a surtout les primes de risque, à savoir où on les cale sur les différentes classes d'actifs. Et donc je crois que tout cet ensemble commence à perdurer, et là je suis d'accord, enfin je terminerai sur un point essentiel. Autant le cycle économique qu'on a connu entre Lehman Brothers et au fond la crise du Covid, qui se caractérisait par le cycle le plus long qu'on ait connu dans l'économie contemporaine aux États-Unis, mais aussi le plus lent, celui qui avait le moins d'amplitude. Peut-être qu'il va être suivi par un cycle extrêmement puissant, un effet bust, parce que stimulation budgétaire, stimulation fiscale, mais extrêmement court. Et extrêmement court, ça veut dire que on n'est pas sur un cycle de 7 à 10 ans devant nous, mais un cycle peut-être qui se chiffre en 3-4 ans, avec de très grosses incertitudes sur le terme de ce cycle, parce que les déséquilibres sont spectaculaires, et notamment les déséquilibres en termes d'endettement. L'endettement, c'est toujours, que ce soit les agents privés ou les agents publics, c'est toujours quelque chose qui dégrade le cycle économique. Et donc les phénomènes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que le marché a axé complètement son analyse sur la croissance, sur une espèce de retour à des jours heureux, un blue sky scénario avec des politiques monétaires toujours en soutien, et voit s'introduire deux autres paramètres qui sont en train de perturber complètement, je dirais, les stratégies d'allocation, qui sont évidemment le risque inflationniste, mais surtout les phénomènes de pénurie. Or, les risques inflationnistes et les pénuries, c'est toujours ce qui a suivi les phénomènes épidémiques dans l'histoire, y compris au Moyen-Âge. Les épidémies ont toujours été suivies par de l'inflation, parce qu'à l'époque c'était des économies très agraires, il y avait beaucoup de mortalité. Mais oui, c'est ça, parce qu'il y avait une destruction du capital humain, pour dire les choses, Xavier. Là, on essaye d'éviter cette destruction. Mais bien sûr, on essaye, mais tu vois bien, typiquement par exemple les semi-conducteurs, on est en train de découvrir que la pénurie de semi-conducteurs, elle a plusieurs origines. Elle a une première origine, alors je ne vais pas faire un laïus trop long, je m'arrête, Elle a 3 dimensions. Une première dimension qui est une dimension géopolitique, qui est une des conséquences de la stratégie de Trump vis-à-vis de l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu a fait quoi? Il a constitué des stocks stratégiques extrêmement importants, je veux dire, contre les Occidentaux, et ça c'est en train de perdurer. Huawei par exemple a acheté en 2019 et en 2020 plus de 20 milliards, c'est énorme, 20 milliards de composants électroniques pour se prémunir justement de la raréfaction de ces composants électroniques. Deuxièmement, il y a la désorganisation suite au Covid, et troisièmement, l'un des pays producteurs, voire la zone de production massive des semi-conducteurs, c'est Taïwan. Taïwan, tu sais qu'ils ont quelques petits soucis à moyen terme avec leurs voisins, mais surtout, ils ont un problème de sécheresse, puisque les ouragans ont eu le mauvais goût de pas passer au centre de Taïwan, ils sont passés au nord, au sud, mais pas au centre, et que les usines de semi-conducteurs sont plutôt au centre, et que les usines de semi-conducteurs, elles sont extrêmement intensives en eau. Et donc, tous les réservoirs d'eau à Taïwan sont à sec. Donc, ils ont, même si Taïwan voulait produire plus qu'il n'en voulait, il y a une espèce de contrainte climatique qui est en train de s'introduire. Ils donc, sont ces 3 facteurs par camion-citerne, c'est ça, pour les besoins en eau de TSMC et des autres grands fondeurs taïwanais. C'est un phénomène qui va durer sur plusieurs semestres. Donc on est en train de découvrir que la pénurie de semi-conducteurs, c'est pas quelque chose de trimestriel, de mensuel, mais c'est quelque chose qui s'exprime sur plusieurs semestres. Donc t'imagines bien que ça va avoir des conséquences. On voit ça a des conséquences sur le secteur automobile, et moralité, que se passe-t-il? Les prix des voitures américaines d'occasion sont en train d'exploser. Et oui, parce que quand tu vas à ta concession du coin, tu trouves pas le modèle que tu veux, donc tu te rabats sur le marché de l'occasion. Donc je pense que le marché est en train de réunir ces ce triptyque: croissance,
pénurie, inflation, et que pour l'instant, il ne sait pas comment paramétrer cette dimension-là, et que le doute est en train de s'introduire. Comment on ajuste les portefeuilles, Nathalie, là, dans une allocation un peu standard? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses à bouger à ce stade? Est-ce qu'il faut être très diversifié? Encore une fois aussi, hein, ce qui est intéressant, ce qui est un peu gênant d'ailleurs dans ce genre de séance, c'est qu'il n'y a pas de refuge. L'obligataire joue plus du tout un rôle de marché refuge. On va pas faire toute l'heure sur l'inflation, mais on comprend bien que les investisseurs, ils sont désormais très méfiants vis-à-vis des obligations d'État. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, alors c'est un des avantages. C'est plus facile de répondre dans la partie multigestion parce qu'avec avec des fonds, on peut répondre à des objectifs qu'on ne peut pas faire avec une obligation en direct. Parce que vous avez des stratégies obligataires qui peuvent se mettre en sensibilité négative et donc bénéficier d'une hausse des taux à côté d'avoir des paris. Donc, dans les stratégies obligataires que l'on peut avoir, si on prend des spécialistes, ça peut être possible d'être exposé à l'obligataire sans pour autant comporter un risque si jamais il y avait une hausse des taux. En fait, ce qui prévaut, nous vraiment, depuis le début de l'année, pourtant on n'est pas des adeptes de la diversification à outrance, parce que la diversification, il faut qu'elle ait un sens. Et donc là, pour nous, ça a beaucoup plus été de dire qu'il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre entre des biais de style ou des biais géographiques. Pourquoi ? Pas parce que on pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est parce que c'est le seul moyen, en fait, de pouvoir résister à la tendance qui fait qu'on n'a pas de visibilité sur justement à quel timing. On sait ce qui va se produire et quand ça va se produire, mais comment et à quel degré, ça, on ne sait pas du tout comment le marché va l'anticiper. Et donc, aujourd'hui, dans ce qui est privilégié, si on voit, par exemple, dans les gestions, dans les portefeuilles, je vais avoir autant de thématiques cycliques reprises que de thématiques croissance. Alors, peut-être avec un bémol, là où on s'est plus un peu désexposé, c'est tout ce qui constitue un risque en termes de valorisation. Parce que, encore une fois, c'est vraiment des petites tranches, en fait. Aujourd'hui, la séance, comme dit Virginie, tout baisse. Mais on a vu quand même dans les séances de forte baisse qu'il y a eu, c'est que qu'est-ce qui était le plus visé ? Globalement, ce qui avait le plus cartonné à la hausse, ces 6, voire 18 derniers mois. Parce qu'on rentre déjà dans une phase où, en fait, il y a des titres qui ont rebondi depuis mars. Bien sûr. Et notamment des small mid dans les technos ou dans tout ce qui touche au renouvelable, l'environnement, là où il a pu se créer des bulles. Donc, ce qui est survalorisé, vous vous méfiez beaucoup aujourd'hui de ce type de valeur. Là-dessus, tout était surjoué. En fait, tout ce qui était surjoué. Et pourquoi je dis ça a été surjoué ? Ça a été surjoué parce que c'est des thématiques très à la mode, que les technos, ça avait vraiment en poupe, qu'il y a eu Biden, et puis il y a eu les plans aussi, les green plans en Europe. Et donc, cette thématique environnement, tout ça, a été alimentée par beaucoup aussi de plans concrets. Et le marché anticipe toujours. Donc, dans les valorisations des entreprises, ont déjà été anticipées tous les plans de soutien, de relance là-dessus. Et donc, maintenant, il faut attendre que des cash flows suivent. Et donc, on va avoir un temps de latence. Donc, après, c'est plus des exposés sur ce qui peut être beaucoup trop cher, ou en tout cas sur lequel le risque... C'est ce qui vous paraît être le plus fragile aujourd'hui dans le marché. Je comprends. Aujourd'hui, ceux qui achètent des banques ou de l'industrie automobile, ils vont acheter, en fait, un bon risk-reward. Ouais, c'est ce qui tient le mieux d'ailleurs dans une séance de baisse, les banques et les financières. Mon risque, mon potentiel de... Aujourd'hui, c'est un des secteurs qui tient le mieux en Europe. Si. Ah oui, mais pas aux États-Unis. Je parlais en Europe, là, sur l'exemple-là. Ce qui tient le mieux, c'est le potentiel de hausse est plus élevé et mon potentiel de baisse est quand même limité, ce que c'est de valorisation. Si, évidemment, je ne me trompe pas dans mon scénario, qui est qu'il y a une reprise économique, qu'il y a une reprise du cycle. Si ça s'inverse demain... Donc ça, et puis après derrière, ça reste vraiment encore des marchés. C'est ça qui est bien quand on sort des crises, ça reste des marchés réellement de stock picking et donc de mix. Et donc c'est aller acheter des stratégies de gestion plus que des secteurs.
Bon, bah justement, stock picking, Virginie, je veux bien qu'on dise aussi un mot là, les temples de la consommation américains qui publient. Je veux bien que vous nous en disiez un mot. Il y avait Walmart hier, il y a eu Target aujourd'hui, etc. Mais en tant que stock picker, là, Virginie, vous avez plutôt tendance à vendre du papier ou vous avez déjà des opportunités d'investissement là qui vous taraudent? On a toujours des Il y en a toujours, je sais, mais en net. Justement, dans la consommation, on a eu des opportunités parce qu'en fait, les rotations sectorielles, et notamment sur la techno et sur les mid-caps, c'est depuis le mois de juillet 2020. Donc que ça a commencé, vous regardez, hein, c'est l'électroencéphalogramme plat pendant un certain temps, puis après baisse, donc rien fait. Et nous, on a une approche, alors, pas vraiment sur le... Bon, évidemment, la valorisation, c'est un point important, mais elle va arriver en bout de course, hein, parce que la valorisation, elle doit être cohérente avec la croissance des boîtes. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va privilégier, c'est dans un scénario où le doute s'installe, c'est vraiment d'être focus sur la visibilité. Voilà, visibilité de ce qu'on comprend dans les sociétés. Ça, c'est ce qu'on fait de toute façon en permanence. Et sur la consommation, ça ne vous a pas échappé que la consommation discrétionnaire depuis le début de l'année est un des secteurs les plus mauvais sur le marché américain. C'est-à-dire qu'il est à peu près aussi mauvais que les techs. Donc, vraiment très, très peu de hausse. Mais dans ce secteur, il y a beaucoup de choses différentes. Et on le voit avec les publications. On a vu avec les publications. Alors là, ces derniers jours, on a plutôt les distributeurs qui ont publié, puisqu'on a eu Home Depot, on a vu Walmart la semaine passée. Non, il y a hier, c'était Walmart, Home Depot hier. C'était Costco la semaine dernière. Bon, on a eu Target aujourd'hui. Et on voit bien ces différences. Et Home Depot, vous voyez, c'est intéressant parce qu'eux, ils commencent à dire que sur leur marge, sur certains produits, il y a une complexité qui s'installe. Bon, et Target a très très bien publié puisqu'ils ont sorti des comparables en chiffre d'affaires sur un an à 22%, 22,9% pour être précis, alors qu'on attendait 10. Ils font deux fois mieux que les attentes. Ils font deux fois mieux que les attentes. C'est juste incroyable. Les attentes ont été relevées en permanence. Absolument. En fait, depuis 2019, ils font un bon parcours. Et là, c'est intrinsèque à la société, puisqu'il y a un changement de stratégie. Et il se trouve que ce changement de stratégie, il est hyper efficace, efficient pendant la pandémie, et ils en ont retiré encore des leçons. Attendez, mais je veux comprendre, c'est quoi le changement de stratégie? C'est quoi le modèle de Target? On ne connaît pas, on ne les connaît pas, Target. Alors, eux, ils ont ce qu'on appelle le service on day, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le pick and collect. Oui, vous faites, mais vous allez chercher tout de suite, quoi. Ils ont 2000 magasins. C'est pas la livraison à domicile, vous dites? Non, c'est pas la livraison à domicile. Parce qu'ils ont un maillage du territoire américain. C'est click and collect, mais immédiat, quoi. Vous avez une envie, alors il y a ça a très très bien marché, ça continue de très très bien marcher parce que les gens en fait ils veulent avoir tout de suite le produit. Et puis, ça veut dire qu'Amazon, finalement, c'est un délai de livraison qui est encore trop long aujourd'hui pour certains consommateurs qui ne peuvent pas se passer de leur electronic device. Et dans le même temps, Target, ils ont énormément travaillé sur leur gamme de produits, retravaillé. Et là où ils font un très bon chiffre, c'est tout ce qui est apparel, clothing, donc les vêtements, textile et avec des produits bien choisis pour toute catégorie, etc., avec un bon positionnement prix, parce que Target, ça reste quand même dans un positionnement bon marché. Hein. Donc, je comprends le truc, Virginie. C'est-à-dire, on commande chez soi en ligne ou dans la rue avec son smartphone. Dans la ligne, on passe, on garde. Et c'est ça, et on s'arrête au premier Target du coin, et on va récupérer son achat. Et il y est. Donc, ils ont un énorme travail de supply chain, etc. Ils sont très bien organisés. Et ça leur coûte rien en logistique. Et ça marche très bien. Et avec un bon positionnement produit, mix produit et prix. Donc, les chiffres sont très, très bons. Et comme c'est pas très cher comme société, enfin, ça commence à devenir plus cher maintenant parce qu'elle progresse bien. Elle prenait 4% tout à l'heure. Voilà, dans un marché difficile. Et sur la tech, vous dites quoi? Là, je regardais l'enquête BOFA auprès des gérants, le positionnement, enfin la surpondération de la tech, parce que ça reste quand même des positionnements très importants dans les portefeuilles, est au plus bas depuis 3 ans. Est-ce que vous participez, vous d'ailleurs? Est-ce que là aussi, la surpondération des valeurs technologiques est plus faible aujourd'hui dans vos portefeuilles? Non, alors mécaniquement, ou la pondération, sur les mid-cap, elle est mécaniquement comme les titres baissés. Puis nous, on avait beaucoup désensibilisé, on avait beaucoup allégé.
Bon, sur les grosses tech, les GAFAM, franchement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez vu les chiffres qui ont été publiés il y a 3 semaines, un mois. C'est démentiel. Ça n'a pas été payé dans le marché. OK, il y avait un effet de rattrapage. Mais bon, quand ça se paye... Oui, quand ça se paye 25-30 fois et que vous avez des croissances aussi importantes, même si ces croissances seront probablement moindres à l'avenir, avec des bilans... Non, alors attention, parce qu'il faut quand même considérer une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut voir si... Je reviens sur mon sujet, est-ce qu'on a de quoi financer sa croissance ? Quand vous êtes endetté, c'est plus compliqué. On parlera des médias après, il y a un sujet intéressant. Bon, et quand vous avez des bilans sensationnels, où vous avez une force de frappe et de la puissance de feu pour continuer à innover, croître, investir, bon, voilà. Pas de question à se poser. Oui, donc si vous avez le temps, alors peut-être qu'entre-temps, le marché va continuer de... Vous savez, ces mouvements de mode, de momentum dans le marché, c'est un peu lassant. Et à un moment donné, il faut... Non, mais je comprends. Faut repartir, faut regarder ce qu'on a. Oui, mais il faut regarder ce qu'on a dans son panier, quoi. Faut arrêter de se dire, aujourd'hui, je vais acheter beaucoup ou pas beaucoup. Regardons ce qu'on achète, quoi. Bon, bah oui, le sujet, effectivement, qui mérite peut-être qu'on y revienne encore aujourd'hui, c'est le sujet des médias. Alors, globalement, le thème, c'est fusion-acquisition, M&A, et puis c'est vrai que le secteur des médias est un des secteurs majeurs en termes de génération de fusion-acquisition, puisqu'on a coup sur coup, bon, TF1, M6, je veux bien qu'on en dise un mot quand même, Nathalie, je vous regarde. Et puis, en fait, le vrai gros deal, c'est AT&T, enfin Time Warner, pour la partie média, racheté il y a 3 ans, je crois, par AT&T, le grand opérateur télécom historique aux États-Unis, qui rapproche ses activités médias avec Discovery. Valeur combinée d'entreprise, je le rappelle, 130 milliards pour TF1 M6, c'est 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Non, mais il faut quand même donner l'échelle, puisque le but de ces opérations, de ce que je comprends, c'est quand même de lutter face au Netflix, Disney+ aujourd'hui, Amazon Prime Video également, qui Amazon d'ailleurs continue de s'intéresser au contenu, puisqu'on leur prête des intentions sur le studio indépendant MGM. Bon. En fait, c'est des opérations qui quand c'est dans les médias, que c'est très gros comme ça, en plus en France, c'était TF1 M6, c'est des opérations qui sont quand même globalement défensives. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le M&A offensif et les marins. Non, on est sur... si on prend 2 secondes, TF1 M6, ils sont sur le même créneau, la même cible, les mêmes programmes. Globalement, c'est écrit plus longtemps. C'est comme, souvenez-vous, des bouquets satellites. À l'époque, on se disait, TPS. Exactement, avec CanalSat. Et puis, on disait, non, c'était des frères ennemis, mais ils offraient la même chose. Donc, au bout d'un moment, forcément, ça a été beaucoup plus rapide que... Bon, TF1 M6, il y avait d'autres problématiques capitalistiques et autres, c'est pas du tout les mêmes. Mais sinon, en termes de positionnement, c'est même tellement le même que, globalement, les contraintes, elles font que... Ils prévoient bien les choses, parce qu'ils prévoient 18 mois quand même pour que ce soit bien entendu, notamment à la problématique par rapport aux régies publicitaires et aux parts des marchés. Et donc, on voit bien que c'est une union pour être plus fort dans la capacité à pouvoir fabriquer du contenu, parce que c'est vraiment ça, c'est l'unique point commun par rapport au deal AT&T, en fait. Et parce que les synergies, c'est très beau. Toujours, quand on annonce du M&A, on annonce toujours des synergies. Dans 99% des cas, les synergies, si on en attend la moitié, c'est le bout du monde. Mais tout le monde a oublié, l'année où on sortait vers les synergies. Donc, que ce soit 230, 300 millions, 350, c'est pas ça. L'enjeu est vraiment plus la nouvelle structure qui est, la nouvelle histoire qui est écrite et comment va circuler la nouvelle boîte. Sur AT&T, alors ce qui est étonnant au début, c'est qu'on dit, oui, ils avaient racheté Time Warner il y a 3 ans. 85 millions. Et donc... et puis pas un petit investissement. Non. À l'époque, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu ce deal, on s'est dit, en fait, Messier était visionnaire. Convergence, les tuyaux, les contenus, ça y est. Puisque, en fait, c'était 20 ans après l'avènement de la stratégie Messier. L'idée, elle est, si on est vraiment honnête, à l'époque, les gros mastodontes et ceux qui avaient le cash et les moyens de faire ça, c'était les opérateurs télécoms. C'est vrai. Donc, globalement, la convergence, qui est-ce qui avait une capacité à pouvoir distribuer du contenu, a besoin de contenu? L'opérateur télécom. On ne savait même pas ce que c'était qu'une plateforme de streaming. Donc, il y a quand même... Le monde a changé, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir imaginé des choses qui n'existaient pas avant. Et dans cette opération, en fait, je pense que le gros problème, c'est le besoin, Virginie le dira, le besoin de cash de AT&T, mais c'est surtout le fait que AT&T est un opérateur télécom. Il a été retrouvé confronté à une problématique qui est,
il y a un actif dans les médias, dans le contenu énorme, mais il y a en face la concurrence des plateformes streaming. Et donc là, la big is beautiful. Et en fait, il faut vraiment être un plus gros. Et donc l'alliance avec Discovery, la complémentarité en plus c'est top. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça comble le petit trou. Il y a chaîne thématique d'un côté, Exactement, HBO, CNN et Warner, les studios de l'autre. Donc, et surtout, ça arrive à un moment où en tant son métier premier, c'est quand même opérateur télécom. Et les problématiques qu'ils ont aux États-Unis, on a les mêmes en Europe, c'est la 5G, il faut financer ça. Et donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Comment je finance ? Est-ce que je finance mon activité première d'opérateur télécom et donc je lâche sur le contenu pour le plus gros? Donc voilà, c'est pas si absurde ça comme décision, mais c'est financier. Xavier, un mot sur ce M&A dans les médias. Après, ça peut être assez global, hein, parce qu'on part sur une année M&A qui sera peut-être une année record. Oui, mais en général, hein, les années records précèdent, parce qu'elles sont toujours en rapport avec des valorisations excessives. Vous avez rarement des années de M&A quand les marchés actions ont des valorisations faibles. D'ailleurs à tort, hein, mais vous avez souvent des années de fusion-acquisition extrêmement intenses en volume et transactionnel lorsque les valorisations sont élevées. Donc c'est typiquement le cas. Donc pour moi, c'est un indicateur parmi d'autres sur le fait qu'on est sur un point haut de cycle, en tout cas de cycle de valorisation. Après, chaque secteur peut avoir ses propres défis intrinsèques qui poussent à l'accélération, mais on peut immanquablement ne pas y voir une illustration des quantitative easing à travers le monde et des conditions de financement qui sont disproportionnées. Et donc un certain nombre de secteurs profitent de cette situation pour accélérer, pour massifier. Mais moi, quand j'entends toujours cet argument de la taille, big is beautiful, je suis toujours inquiet. J'ai plus ce sentiment. Alors bon, sur le streaming, c'est probablement un élément important, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est pas le plus gros qui mange le plus maigre ou le plus petit, c'est le plus agile qui va plus vite que le plus lent. Alors vous me direz des fois, et donc c'est parfois le plus petit qui va aller plus vite que le plus gros. Et donc moi je suis très très méfiant vis-à-vis de ces modes. Et en général, pour moi, c'est un signal de très grande vigilance, surtout quand on a recours à de la dette. Parce que la dette va devoir à un moment ou à un autre être remboursée sous une forme ou sous une autre. Et donc méfions-nous de ce contexte de M&A qui favorise. Bon, alors après, dans ce contexte-là, vous avez aussi des opérations, c'est pour ça que c'est à géométrie variable, vous avez des opérations de retrait. On l'a vu tout récemment en France, il y a 2-3 semaines avec Tarkett, hein, qui a été retiré, enfin qui a une opération de retrait de la cote, où là, à l'inverse, la valorisation de Tarkett a permis à ses actionnaires de référence de considérer que c'était une opération là pour le coup value et que ça justifiait un retrait de la cote. Mais c'est pas une opération purement M&A classique au sens d'un rapprochement entre deux entreprises, mais c'est une opération d'actionnariat qui retire de la cote pour diriger vers le privé, parce que à ce moment-là le coût de financement permet, et la valorisation du titre proposé sur un moyen de cycle permet de le faire. Mais globalement, en termes de consolidation mondiale, c'est pour moi un signal d'excès de financement sponsorisé des grandes banques centrales occidentales. Et ça aussi, c'est un message d'instabilité financière. C'est d'ailleurs un peu ce que dit, à mot à peine couvert, le rapport semestriel de stabilité financière de la BCE. C'est d'ailleurs très intéressant de voir le rapport de stabilité financière de la BCE comme celui de la Fédérale Réserve. Mais qui alerte toujours sur les risques sur la stabilité financière. C'est le propre d'un rapport sur la stabilité financière. Bien sûr. Je suis d'accord, mais quand les deux rapports de stabilité financière mettent l'accent sur les valorisations excessives et pas uniquement sur les classes actions, sur toute une série d'actifs, là la BCE met en exergue les surévaluations du marché de l'immobilier, d'un certain nombre de segments de marché de l'immobilier en Europe. Bon. Ce qui est quand même, quand on voit par exemple que l'un des responsables de la Deutsche Bank annonce subit et torbi que le temps est venu des méga rapprochements bancaires pour des effets de taille, ça c'est un warning, hein, me semble-t-il. Hein. Bon, sur la thématique M&A, mais je veux bien qu'on revienne sur les médias. Virginie, avec vous, sur le deal américain.
est-ce que Time Warner plus Discovery, c'est de nature à, je sais pas, rééquilibrer le rapport de force avec Netflix, Disney+, qui est arrivé un peu après, mais qui est très fort aussi, Amazon, qui a des ambitions colossales, j'imagine. Non, mais alors, moi, je reviens toujours sur mon... Quand vous avez de la concurrence, c'est bien. Voilà. Il faut de la concurrence. Et quand vous n'avez pas de concurrence, les stratégies s'épuisent, donc c'est très bien. Donc aujourd'hui, on dit, ah ouais, attention, c'est encore un concurrent pour Netflix, etc. Et un des arguments, effectivement, du patron d'ITT, c'est de dire, nous, on va avoir une puissance de feu pour cette année de 20 milliards. Ouais. Pour créer du contenu, pour investir. Netflix, c'est que 17 milliards. C'est pas un argument. C'est pas un argument. Non, mais ça montre le niveau d'intensité de dépenses qu'il faut pouvoir mettre sur la table. Je rejoins ce qu'on disait. Effectivement, ce qui est tout à fait vrai. La taille, c'est pas la question de taille, c'est question de stratégie, de talent, de qualité de contenu, de positionnement, de savoir comment on va pricer aussi les choses, des abonnements. Vous avez vu. Et pour AT&T, c'est quoi? C'est un bon deal? C'était un deal nécessaire? On verra. Pour AT&T, je pense que là, volte-face face au sujet de convergence, on voit bien que de toute façon, c'était pas la bonne direction. Oui, mais ils ne sont pas entêtés finalement. Alors, mais ils sont quand même, AT&T, ils sont très endettés globalement. Oui. Le groupe est très, très endetté. Donc là, avec l'opération, ils récupèrent quand même 40 milliards de cash et de créances. Voilà, on peut y voir quand même là bon, au passage, ça tombe bien, on va dire quand même. Après, il y a sûrement, effectivement, du sens sur les portefeuilles de produits. Faudra voir parce qu'il y a quand même du streaming d'un côté, pas de streaming de l'autre. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont... Pour le moment, on attend. On sait pas. Et d'ailleurs, le marché est assez... Et vous dites, c'est pas pour ça que vous allez désinvestir Netflix? Non, mais Netflix, c'est un autre problème. Le marché n'a pas... Netflix, il l'analyse encore en croissance de nombre d'abonnés. C'est plus ça, le sujet. Il ne va pas y avoir des croissances d'abonnés comme ça de façon exponentielle. Le sujet Netflix, souvenez-vous Grégoire, il y a quelques temps, il y a encore 2 ans, ça se payait une fortune. Ça se paye encore cher, c'est 45 fois les résultats, mais c'est une société qui est profitable, qui sait faire son métier, et peut-être qu'elle n'y arrivera pas, j'en sais rien, mais aujourd'hui, il ne faut plus l'analyser de la même façon. On est dans une société qui a gagné en maturité. Ouais. Donc, c'est plus le même sujet. C'est énervant de voir toujours ces marchés, ces analystes qui regardent la croissance du nombre d'abonnés. Le statut a changé, vous dites. Le statut de Netflix a changé. Exactement. Et donc, c'est pas forcément une course à la taille. Justement, c'est maintenant qualité et rentabilité. Et on s'arrêtera là-dessus. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associés, Nathalie Pelleras, DG de 4 Points IM qui était avec nous en plateau, et Xavier Patrolin qui nous accompagnait par téléphone, le président d'Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au sujet du capital humain. C'est un thème d'investissement qui est décliné désormais chez Edmond Rothschild Asset Management. Et Émeric Gastaldi est à mes côtés en plateau pour en parler. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Gérant Action Internationale chez Edram. Et vous pilotez donc ce tout nouveau fonds thématique, c'est ça, le fonds capital humain d'Edmond Rothschild Asset Management. Quelle est la démarche qui a abouti à la construction de ce fonds? Quelle est la thèse d'investissement quand on parle du capital humain, Émeric? Alors, tout d'abord, la démarche. Il faut savoir que le capital humain, c'est un sujet qui nous est très cher chez Edmond Rothschild depuis de nombreuses années. C'est un sujet qu'on a décliné dans différentes lignes de métier. Il nous semblait propice de lancer un fonds liquide, donc un fonds Action Monde, dédié à cette thématique. Et c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup écrit également en termes de recherche macroéconomique, économétrique, de par notre chef économiste Mathilde Lemoine. Et c'est quoi les conclusions, justement? Déjà, c'est quoi le capital humain? Et c'est quoi la vertu du capital humain? Et pourquoi est-ce que c'est un thème suffisamment large et profond pour en faire un fonds, comme vous le faites aujourd'hui chez Edmond Rothschild? Alors, très prosaïquement, le capital humain, ce sont les salariés d'une entreprise. Pourquoi c'est une thématique qui nous paraît fondamentale aujourd'hui? La recherche académique a démontré que les entreprises qui investissent dans leur capital humain surperforment sur le long terme. Et quand je dis surperforment, on parle d'un incrément de 3,5% par an. Quand on connaît
l'espérance de gain sur les marchés financiers qui se situe entre 6-7% par an. Ouais, 3,5%, c'est 50% de plus. Ouais. Donc c'est absolument colossal. Et en fait, cette logique-là, donc, elle a été démontrée à de nombreuses reprises par des papiers académiques. On peut aussi la constater de façon empirique très facilement et l'expliquer. Vous savez, l'entreprise qui investit dans ce capital humain, elle va investir dans les compétences, dans le savoir-faire de ses salariés. Ça va se traduire par des prestations de meilleure qualité et in fine, une capacité à prendre des parts de marché ou à augmenter ses prix, augmenter ses marges et augmenter sa capacité à financer son capital humain. Ouais, je comprends. Bon, dit comme ça, évidemment, c'est très intuitif. Et on se dit, mais tous les gérants devraient investir dans des sociétés qui traitent bien leurs salariés. Sauf que déjà, il faut définir un certain nombre d'indicateurs quand même, j'imagine, des indicateurs de performance. Alors, les quelques indicateurs clés qui vous permettent d'identifier justement une entreprise qui est mieux disante que les autres sur ce thème du capital humain. Absolument. Alors, chez Edmond Rothschild Asset Management, on a développé un modèle propriétaire que l'on applique à chaque entreprise que nous analysons. Et dans ce modèle, nous utilisons une vingtaine de KPI, donc d'indicateurs clés, que sont par exemple l'accès à la formation des salariés, le nombre d'heures moyens de formation par salarié, mais également on va regarder les accidents du travail ou bien encore le turnover des équipes. Ça, c'est très très important parce que ça illustre aussi la capacité d'une entreprise à garder ses talents. Donc ça, c'est les données quantitatives. On va aussi regarder des données qualitatives avec notamment les enquêtes qui sont réalisées auprès des salariés sur la perception qu'ils ont de leurs employeurs. Et donc, en mixant, en agrégeant toutes ces données, eh bien, on a une vision assez fine, très fine, de la politique de capital humain de chaque entreprise. Et vous trouvez, je ne sais pas, quand on prend un univers d'entreprises de taille comparable, globale, multinationale, vous trouvez des écarts très importants entre des sociétés concurrentes, par exemple, au sein d'un même secteur? Vous n'imaginez pas. Ouais. Absolument. Ouais. Il y a des écarts flagrants, et bien souvent, ces écarts flagrants expliquent d'ailleurs une forte dichotomie de performance entre les bons élèves et les mauvais élèves. On peut regarder en Europe, faut regarder ce que fait Michelin, par exemple, qui est extrêmement ambitieux dans sa politique de capital humain, qui investit énormément dans ses ingénieurs et qui, du coup, aboutit à une innovation qui est inégalée dans le secteur. Eh bien, faut regarder comment le titre performe contre Goodyear ou Pirelli ou Bridgestone sur le long terme. Il n'y a pas photo. Ouais. Comment vous avez construit le fonds? C'est-à-dire, vous l'avez dit, action internationale, évidemment, c'est transsectoriel, il n'y a pas de secteur prédéfini pour investir sur le thème du capital humain, mais comment vous l'avez structuré ce fonds justement, Aymeric? Absolument. Alors, c'est un fonds Action Monde, comme vous le dites. Il est structuré sur 2 piliers distincts qui sont équipondérés. Ouais. Le premier pilier, il est cross-sectoriel et on va effectivement investir uniquement dans des entreprises qui sont les meilleurs élèves en termes de gestion de leur capital humain. Donc ça peut être aussi bien des entreprises du secteur de la consommation, des médias ou d'Internet ou de l'automobile, peu importe. Et le second pilier va être investi sur des entreprises qui ont certes une démarche capital humain interne ambitieuse, mais dont le business model consiste à déployer, valoriser, diffuser du capital humain. Donc typiquement, ça va être des entreprises du secteur de l'éducation. Oui, c'est ça, des boîtes qui fournissent des solutions pour Absolument. Les entreprises qui investissent, qui veulent investir dans le capital humain. Absolument. Et donc là, il s'agit vraiment de ce qu'on appelle maintenant les méga trends, les méga tendances. On sait que les dépenses en éducation, par exemple, progressent chaque année de 5 à 6% par an, quel que soit l'environnement macroéconomique. C'est extrêmement résilient. Que dans cette poche-là, il y a des sous-segments comme la EdTech, donc les technologies autour de l'éducation qui, elles, progressent à plus de 12% par an. Donc il y a vraiment un réservoir de croissance à aller chercher de ce côté-là et qui nous paraît aujourd'hui assez mal valorisé par le marché. C'est quoi des fleurons de la EdTech aujourd'hui dans le monde, Aymeric? Alors par exemple, il y a un acteur très connu en Chine qui s'appelle TAL Education, qui est le leader du soutien scolaire après cours, enfin après heures de classe. Ouais. C'est une entreprise qui aide 15 millions d'étudiants par an, donc c'est absolument colossal, et qui se démarque par la qualité de son contenu éducatif et également par les prix qu'elle pratique, qui sont très bon marché. Parce qu'en fait, il y a un phénomène d'échelle vertueux, au sens où c'est un business qui est assez scalable, et lorsque vous avez les meilleurs professeurs,
vous pouvez facilement diffuser du contenu à une plus large base. Du coup, vous pouvez mieux monétiser et du coup réinvestir dans le contenu et créer ce cercle vertueux. Et du côté des entreprises mieux disantes, alors vous avez cité l'exemple de Michelin. Moi, j'avais encore une question. Est-ce que, par exemple, il y a un lien entre le niveau de qualification dont vous avez besoin chez vos salariés, par exemple une entreprise, je sais pas, de travaux publics qui a une base de main-d'œuvre qui n'est pas forcément la plus qualifiée? Est-ce que ça va être quand même dans son intérêt de faire très attention à ces sujets de capital humain, au moins autant que dans une entreprise de services informatiques, par exemple, où là, on sait qu'il y a une intensité concurrentielle très forte et qu'il faut attirer en permanence des talents? Est-ce qu'il y a quand même entre les secteurs des différences quand même? Alors, des secteurs moins représentés que d'autres, on va dire. Nous représentons tous les secteurs. Cette approche, elle se vérifie, la pertinence financière de cette approche se vérifie dans tous les secteurs. C'est-à-dire que même dans les secteurs dans lesquels le niveau de qualification moyen est peut-être moindre que dans d'autres, l'enjeu humain reste fondamental. Si vous avez un turnover très élevé, par exemple, même si c'est un niveau de qualification bas, ça sera forcément un désavantage par rapport à vos concurrents. Là encore, la recherche académique a été très prolixe sur le sujet. Donc vraiment, nous pouvons décliner cette approche dans tous les secteurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fonds est très équilibré en termes géographiques certes, mais sectoriel également. Est-ce que alors, le télétravail ou la nouvelle manière de travailler, là, c'est un enjeu sur lequel ça va être un enjeu important pour vous à suivre, là, en tant que gérant de ce fonds, la manière dont les entreprises vont proposer ou non des solutions, des options à leurs salariés? Et on a l'impression qu'il y a deux chemins un peu divergents, hein. Il y a des boîtes qui disent remote forever, pas de problème, je suis prêt pour ça. Et puis il y a des banques américaines, par exemple, la Citi, qui sont en train de dire non, et là il faut revenir maintenant. Alors c'est un vrai enjeu. Je ne prendrai pas le pari de savoir à quoi ressemblera le monde du travail demain ou après-demain. Ce qui est vrai, c'est que cet enjeu, en fait, il découle de la crise qu'on a connue, cette crise du Covid qui a agi vraiment comme une sorte de crash test sur la politique RH d'entreprise. Et quelque part, cette période que nous vivons aujourd'hui, elle tend à crédibiliser, à légitimer notre approche, ayant pour filtre principal la politique RH d'une entreprise. Ça remonte à un crash test et donc on voit effectivement les comportements. Et vous dites qu'il n'y a pas de bonne manière. Remote ou pas remote, pour vous, c'est pas le sujet. C'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Le sujet, ça va être comment l'entreprise va permettre à ses salariés d'être bien et de retenir ses talents. Et si être bien, ça peut être, pour certains salariés, être à 100% télétravail, ça les regarde. Mais quelque part, c'est des micro-phénomènes. Nous, ce qu'on va regarder vraiment, ça va être l'agilité de l'entreprise à gérer son capital humain de la meilleure des manières. Bon, le fonds est donc tout récent, je le disais. L'objectif en termes de rendement, de performance, là, comment vous le fixez par rapport à quel indice de référence, Aymeric? Alors, l'indice de référence, c'est le MSCI ACWI, donc c'est le MSCI Monde qui inclut les pays émergents. Ça nous paraissait très important d'avoir les pays émergents puisque c'est plus de la moitié de l'humanité. Donc, dans un fonds capital humain, il y a une certaine cohérence. Et on comprend que la partie EdTech est tournée vers l'Asie aussi. Exactement. Sur la partie performance, du coup, c'est notre benchmark. Nous, ce que l'on vise, c'est de surperformer sur la durée avec un impact sociétal positif. Chiffrer la surperformance, c'est assez compliqué. Ce qui est vrai, c'est que la recherche académique a fait beaucoup de travaux dans le domaine. Je vous citais le chiffre qui vient du professeur Alex Edmans qui parle de 3,5% par an. D'autres études, notamment JP Morgan a sorti une étude récemment, induit un chiffre pas très loin. Nous ne promettons pas ça. Nous nous engageons à tenter de surperformer sur la durée et tout au long du cycle économique. Merci beaucoup, Aymeric, d'être venu nous parler de ce fonds et de ce thème, surtout, ce thème du capital humain, très intéressant. Et c'est un vrai thème profond. C'est un thème qui est décliné donc, chez ce fonds désormais dans la gamme Edmond Rothschild Asset Management. Aymeric Gastaldi, qui était à mes côtés en plateau pour en parler, gérant Action Internationale chez Edram. Voilà pour Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.